Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais commencer en vous remerciant, enfin, en tout cas, en remerciant les organisateurs de ce séminaire pour l'invitation, qui me permet de vous parler aujourd'hui du programme mené sur les journaux de fouilles de Bernard Bruyère. Alors, l'Institut français d'archéologie orientale a débuté en 2021 un projet en partenariat avec Teclia afin d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle pour rendre accessible au public un ensemble de journaux de fouilles relatifs à l'un des sites emblématiques de l'Institut. Alors, pardon. Après une introduction dédiée à ce site, son histoire et celle de son explorateur, je vous présenterai d'abord les attentes et les souhaits de l'Institut vis-à-vis de Tequila, avant de laisser la parole à M. Carmorfan qui vous présentera les détails techniques de la solution proposée, et enfin nous ferons un petit tour de l'application telle qu'elle est aujourd'hui disponible. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit contexte. On parle du site archéologique mentionné dans ce cahier, à savoir le village des artisans de Deir el-Medina. Alors, le site archéologique d'Al-Medina est situé sur la rive ouest de Luxor, donc à 650 km au sud du Caire. Ce village qui a été fondé au début du Nouvel Empire sous le règne du pharaon Amenhotep Ier, soit entre la toute fin du XVIe siècle avant notre ère et le début du XVe siècle, fut le lieu de résidence des ouvriers chargés du creusement et de la décoration des tombes royales de cette période regroupées dans les vallées des rois et des reines, situées respectivement à 1,5 et 1 km de distance du village. Je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris sur l'écran. La vallée des rois se trouve au niveau de mon curseur. La vallée des reines se trouve à ce niveau aussi. Vallée des rois en haut. Vallée des reines un petit peu à gauche du village de Carré Rouge. Donc ce village, nous pouvons voir ici, pardon, ici en photo, fut donc le lieu de vie de ces ouvriers spécialisés qui établirent leur sépulture, dont certaines bénéficiant du savoir-faire de leurs propriétaires sont richement décorées. Nous en verrons d'ailleurs quelques exemples plus tard, mais également leur lieu de vie et des lieux de culte. À la fin du Nouvel Empire, c'est-à-dire durant la première moitié du XIe siècle avant notre ère, le village fut abandonné en lien avec les troubles qui régnaient alors dans le pays et l'arrêt des inhumations royales dans les vallées. Une fois abandonné, le site ne fut pas totalement désaffecté. Les inhumations eurent encore lieu dans les secteurs environnant le village, tandis que le temple conserva son activité et fit encore l'objet de campagnes de restauration et de décoration jusqu'à l'époque ptoléméique, qui succède donc à la conquête d'Égypte par Alexandre le Grand, et qui s'achève avec la mort de Cléopâtre VII, la célèbre. Le site archéologique en lui-même se compose de plusieurs secteurs qui comprennent le village, après en parler. Donc, si vous voyez toujours mon curseur, le village, c'est cet ensemble-là, limité par un mur. Il y a également plusieurs qui regroupent donc des maisons qui se concentrent autour de ruelles. Et des nécropoles qui se répartissent dans les collines environnant le village, donc que ce soit à l'ouest, au nord ou à l'est. Donc, à peu près tous ces secteurs ici qui entourent le village. Tandis que le temple et un espace cultuel se trouvent au nord du village, ici avec la grande enceinte au pied de la colline. Pour ce qui est des fouilles, il faut savoir que le site d'Arménia est connu de longue date. Son temple est déjà représenté dans les publications liées à l'expédition napoléonienne en Égypte, dont nous pouvons citer des extraits. Toutefois, il n'a pas fait l'objet de véritables explorations archéologiques avant la fin du XIXe siècle. En effet, après les passages respectifs de Jean-François Champollion en 1829, nous voyons aussi les relevés dans ses notes de voyage conservées par le département des manuscrits et de la Bibliothèque nationale de France, qui s'était donc attardé dans le temple, puis de Carl Richard Lepsius en 1842-1845, qui s'est également intéressé au temple. L'objet fut l'objet de le site fut l'objet de quelques fouilles succinctes, notamment par Gaston Maspero, enfin, en tout cas sous l'égide de Gaston Maspero en 1886, qui permit de découvrir cette tombe, la tombe de Sénégel, actuellement numérotée numéro 1, inviolée à l'époque. Puis le site fut ensuite exploré par une mission italienne dirigée par Ernesto Schiaparelli entre 1905 et 1909, qui découvrit plusieurs tombes également inviolées, dont celle de Ra et Mérite, dont vous voyez aussi un extrait, une photographie, dont le mobilier se trouve aujourd'hui au musée de Turin, et qui dégagea partiellement le secteur nord-est du village. À cette mission italienne succédèrent des campagnes de restauration du temple dirigées par Émile Barrès pour le compte des services des antiquités de l'Égypte entre 1909 et 1912, et pendant la même période, une mission allemande dirigée par Georg Müller qui mena des campagnes de fouilles entre 1911 et 1913. La concession archéologique échut finalement à l'Institut français d'archéologie orientale durant la Première Guerre mondiale. Les premières campagnes de fouilles eurent lieu dès 1917 sous la direction de Henri Gauthier et Jean-Jules Antoine Lecomte Dunouy. La mission fut ensuite dirigée par Louis Saint-Paul Girard, puis Charles Poens, avant d'être finalement menée par Bernard Bruyère,
Nous pouvons voir ici le site tel qu'il était en 1922 à l'arrivée de Bernard Boyer. Et à droite, les secteurs qui étaient déjà fouillés du village, donc avec en rouge les fouilles italiennes, en vert les fouilles allemandes, et en jaune et bleu les fouilles françaises. Tout le reste du secteur du site a été fouillé par Bernard Boyer. Voilà, je travaille, mais je me développe un peu. J'ai pas de, j'ai pas de réunion comme c'est pendant les vacances. Oui, pardon. Alors, nous avons donc évoqué Bernard Boyer, passons maintenant à ce personnage. Alors, Bernard Boyer était un militaire de formation qui s'est converti à l'archéologie et à l'égyptologie. Il fit ses premiers pas en Égypte en 1910, avant de finalement rejoindre les rangs de l'Institut français d'archéologie orientale en 1921. Là, il fut chargé de l'étude d'Al-Medina, mission qui mena de 1922 à 1955, presque sans interruption, à l'exception des années de guerre lors desquelles le chantier fut fermé. D'une grande rigueur, doué de talents de dessinateur et d'archéologue, Bernard Brouillard mena l'exploration systématique tant de la nécropole et du temple déjà connu que du village des ouvriers encore peu fouillé par ses prédécesseurs, comme nous avons pu le voir précédemment. Ces travaux d'une grande ampleur lui permirent de faire découvrir d'importants de, pardon, ces travaux d'une grande ampleur lui permirent de faire d'importantes découvertes, donc il serait trop long de faire la liste ici. Et nous pouvons présenter quelques exemples remarquables, parmi lesquels se trouve le dégagement complet du village des ouvriers. Voici donc Dal Medina en 1935, seulement 10 ans, 13 ans après l'arrivée d'Anna Bruyère. On voit qu'il a déjà fouillé presque tout le village et bien exploré la nécropole. Nous pouvons également citer la découverte de plusieurs tombes à violet, dont celle de CNFR, la numéro 1159, dont le mobilier se trouve encore à l'intérieur, ou la fouille du Grand Puy, qui occupa la fin de sa carrière à Dal Medina et livra un ensemble documentaire de plusieurs milliers de stracas, donc ces petits fragments de pierre ou de poterie utilisés pour écrire. Ces ostracas sont de première importance et sont encore aujourd'hui l'objet d'études poussées et nous renseignent tant sur l'histoire du village des artisans que sur l'histoire de l'Égypte, du Nouvel Empire et même des époques plus tardives. Consciencieux, Bernard Boyer consigna chaque jour l'objet de ses travaux dans des journaux qui lui servirent ensuite à produire plus d'une vingtaine de monographies. Nous voyons aussi un extrait de la production de Bernard Boyer telle que conservée par les bibliothèques de l'Institut français d'archéologie orientale. Et toutes ces publications présentent le résultat de ces recherches ou des études rendues possibles par ces découvertes, comme ici, le livre qui est ouvert, une étude sur la déesse Meret Seger, rendue possible par ces nombreuses découvertes à Darnazine. Venons-en maintenant aux journaux. Alors, les journaux de fouilles sont au nombre de 4. Ils mesurent environ 33 cm de haut sur 22 cm de large et ils contiennent les notes prises au jour le jour par Bernard Bruyère sur ce chantier, ainsi que diverses pensées relatives à ses lectures ou à d'autres sujets. Nous avons parfois des choses qui n'ont rien à voir avec Darnazina, mais qui sont liées à ses lectures ou à ses recherches. La nature des travaux menés à Dal Medina, ainsi que la grande variété de documents découverts, conduisit Bernard Bruyère à mêler dans ses cahiers des notes écrites, mais aussi des dessins. Nous voyons aussi sur cet extrait à la fois donc ces notes, des dessins d'objets, des transcriptions de textes hiéroglyphiques, des plans de fouilles, mais également simplement des vues de sites, qui nous vous d'un escalier. Donc, comme je disais, nous avons soit des plans de secteurs fouillés, soit des dessins des objets, soit des copies d'inscriptions, donc beaucoup de textes et d'images mêlées. Donc, ces notes qui lui ont servi à rédiger ces rapports sont pour une bonne partie publiées. Nous voyons par exemple ici le pyramidon de Ra, tel qu'il se trouve dans le carnet, avec à droite la publication, et d'autres petits fragments relevés en dessous, avec au centre la publication des mêmes fragments en 1924. Toutefois, l'application de ces découvertes ne produit pas toujours les notes de terrain. Par exemple, ici, le pyramidion et les fragments qui sont associés dans le journal, donc liés, enfin chronologiquement liés, sont séparés dans la publication. De plus, certaines informations sont tout simplement manquantes, comme ici. Pardon. Voilà. Comme ici, là, une copie d'une peinture présente dans la tombe thébaine de 112 de Ramosé, qui ne figure pas dans le rapport publié. Le rapport contient une copie des textes, une photographie dont la qualité ne laisse pas vraiment entrevoir la scène, tandis que le journal contient vraiment une reproduction détaillée de ce que Bernard Bruyère a pu observer. Tout cela combiné, donc, les journaux de Bernard Bruyère restent aujourd'hui des documents à la portée scientifique considérable que nombre de chercheurs souhaitent consulter. De plus, la qualité artistique de l'écriture et des dessins de Bernard Bruyère en font des documents de première importance qu'il convient de conserver et de diffuser le plus possible. De fait, l'IFAO a mené ces dernières années une campagne de numérisation
et de mise en ligne de ces cahiers. Un premier site internet on va y arriver, avait été consacré à offrir accès à ces cahiers, à faire quelques recherches qui restaient toutefois assez limitées et qui nécessitaient souvent de parcourir l'ensemble des numérisations pour trouver l'information précise sur un objet ou un secteur. C'est devant ce constat que s'est imposée l'idée de procéder à une nouvelle mise en ligne de ces journaux en incluant une reconnaissance du texte pour simplifier la recherche d'informations. Toi, comme nous l'avons déjà signalé, les cahiers mêlent texte et images. Et il est nécessaire de permettre de rechercher à la fois dans les données textuelles, mais également dans les données iconographiques pour retrouver les notes relatives à un objet ou un secteur, mais aussi les plans, les dessins et les relevés d'inscriptions. C'est tenant ces contraintes en tête que l'IFO s'est tourné vers Techlia, qui a proposé une solution technique autorisant de travailler à la fois sur des données textuelles et iconographiques. Et je laisse la parole à M. Carmorvan pour détailler le projet technique. Je vous remercie. Donc, en effet, je vais présenter la partie technique du traitement de ce corpus des quatre journaux de fouilles de Bernard Bruyère. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez reconnu la capture d'écran de Arcadex. Donc, le projet a débuté par, comme d'habitude, un échantillonnage des pages pour pouvoir faire un entraînement de modèle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une transcription automatique de la partie textuelle, donc entraîner un modèle de reconnaissance d'écriture manuscrite pour le texte. Et à l'époque, on était en 2021, 2022, c'était il y a très très longtemps, on ne pensait pas possible d'avoir des modèles qui soient capables d'extraire les illustrations. Donc, on était parti plutôt par une extraction manuelle des illustrations avec un ajout de métadonnées. Évidemment, toutes les métadonnées relatives aux lieux de fouille, type d'objet, ça paraissait hors de portée des modèles d'IA il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc, sur la partie reconnaissance d'écriture manuscrite, on a fait un échantillonnage de 46 pages. On a fait une transcription manuelle des lignes de texte, donc 2260 lignes. Donc là encore, participation, parce qu'il faut lire le texte pour pouvoir les transcrire. Et on a entraîné un modèle de reconnaissance d'écriture, donc spécialisé, un modèle qui reconnaît que l'écriture de Bernard Bruyère, puisqu'il a été entraîné uniquement sur son écriture à lui. Donc à partir de ça, on a pu mesurer le taux d'erreur résiduel. On était à 4% d'erreur. Vous reconnaissez le caractère error rate, vous vous souvenez, avec les insertions, délétions, suppressions. Donc 4% d'erreur. Et comme on était sur un petit corpus finalement, de 1 millier de pages à peu près, il était décidé à l'EFAO de faire la correction de cette transcription. Donc en fait, ils ont relu le texte et corrigé les erreurs résiduelles. Alors il doit en rester encore un peu, puisque voilà, c'est quand même 4 volumes, mais en tout cas, on a sans doute baissé le taux d'erreur. Et donc, on a ensuite transcrit l'intégralité des cahiers. Donc, on voit qu'on a noté 2200 lignes et on en a transcrit 55 000. Donc, il y a quand même un gain d'échelle, puisque en termes de correction, c'était beaucoup plus rapide de corriger 4% d'erreur que de transcrire l'intégralité des journaux. L'intérêt aussi, c'est au-delà de la transcription, parce qu'en fait, il y avait déjà eu une transcription, je pense, dans des documents Word, c'est que on peut faire de la recherche et retrouver le mot enfin, retrouver sur le document où se trouve le mot exactement. Donc, il y a aussi une valeur ajoutée en termes de recherche, c'est-à-dire que les capacités de recherche sont plus intéressantes avec une transcription localisée sur l'image qu'avec un document Word qui permet juste de retrouver peut-être la page où se trouve le texte recherché. Donc, je vous ai donc indiqué qu'on avait, pour le traitement des illustrations, fait une indexation manuelle. Donc, vous reconnaissez encore l'interface d'annotation de ArcIndex de ce matin. Donc là, les illustrations ont été découpées manuellement. En fait, ça paraissait vraiment difficile de faire une segmentation automatique parce qu'il y a vraiment une interprétation de ce qui est dessiné. C'est-à-dire quand on a deux fragments, soit par exemple d'un mur, en fait, il faut savoir que c'est le même mur et les mettre dans le même détourage. Alors qu'à côté, on va avoir un fragment d'objet et savoir que c'est un objet et que ça ne va pas avec le fragment de mur. Donc les illustrations ont été détourées dans ArcIndex et on a, l'IFAO, rajouté des métadonnées, en particulier donc les dates de fouille, où est-ce que ça a été trouvé, et puis des informations sur l'objet lui-même. Et aussi des informations sur les figures, par exemple des figurines animales ou les types d'objets. Donc, vous reconnaissez aussi donc, les types et la classe associée, puisqu'on a associé pour préciser les objets. Donc, on avait un objet illustration précisé avec le type d'illustration. Donc, grâce à ça, on a donc un moteur de recherche textuel. Donc, ça, c'est sur la transcription. Je cherche scarabée, je peux trouver toutes les occurrences du mot scarabée dans le texte et après naviguer vers la page correspondante.
J'ai un moteur de recherche iconographique, donc je peux faire des recherches. Là, j'ai cherché un Ostracon inscrit. Donc ça, c'est sur une métadonnée qui a été rajoutée sur la partie illustration, et ça permet d'extraire toutes les illustrations qui contiennent cette métadonnée. Donc là, 45 illustrations, et de naviguer, de retourner naviguer dans le volume lui-même. Les métadonnées peuvent permettre de faire des recherches ici. Donc là, vraiment un code de localisation TT291. Donc extraire là les illustrations correspondantes. Donc on a un moteur de recherche qui est cette fois-ci beaucoup plus riche, puisqu'on a le texte, les illustrations, métadonnées, classes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une visualisation en 3IF. On ne l'a pas vraiment exploité encore, mais en fait, on pourrait imaginer avoir un export peut-être enrichi du journal pour pouvoir dans un manifeste, pour pouvoir le visualiser dans votre visualisateur 3IF préféré. En tout cas, c'est possible. Et je voulais terminer par finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? Alors, en 2022, on n'avait pas de modèle de reconnaissance d'écriture générique. Donc là, j'ai repris un petit bout du journal et je l'ai envoyé à un moteur de transcription, un LLM qui fait pas particulièrement de la reconnaissance d'écriture, mais en fait, on s'aperçoit que en fait, il est très bon. Là, il permet de faire une reconnaissance à peu près sans erreur. Par contre, il n'arrive pas à traiter la page en entier. C'est-à-dire que si je lui donne la page en entier, il va sauter des parties, mélanger des bouts. Donc, il y a quand même encore un peu de travail, sans doute, en découpage pour pouvoir envoyer des parties qui sont gérables par le LLM. Mais ce qu'on aurait sans doute fait différemment, c'est qu'on aurait sans doute plutôt travaillé sur la partie segmentation texte et on n'aurait pas fait le réentraînement de modèles spécifiques. On aurait utilisé un modèle générique pour faire la transcription parce qu'en fait, les cahiers sont vraiment très bien écrits, très bien tenus, l'écriture est très belle, donc en fait, ils sont totalement accessibles à des modèles génériques. Donc, ça aurait permis de faire cette partie de transcription. Ça n'aurait pas changé grand-chose, peut-être sur la partie illustration. Alors, j'ai testé aussi, est-ce qu'on peut extraire les illustrations avec des modèles génériques pas entraînés sur des illustrations, donc en utilisant le modèle Segment Anything de Meta, qui en fait aurait pu servir dans un premier découpage. Donc, il arrive à identifier des objets. Par contre, comme je disais, il y a des objets qu'on doit regrouper, des objets qu'on doit séparer. Donc, peut-être que ça aurait accéléré un petit peu la partie annotation iconographique. Donc, on voit qu'on n'aurait pas supprimé totalement le travail manuel qui serait resté. On aurait sans doute accéléré certaines parties. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est important d'avoir une plateforme qui permette d'intégrer des modèles au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est-à-dire que là, peut-être en 2023, on a Segment Anything, et en 2025, on aura un modèle spécialisé dans l'analyse de cahiers de fouilles, et évidemment, il faudra pouvoir l'intégrer dans la plateforme pour pouvoir l'utiliser. Alors, je repasse la parole à Nicolas. Oui. Alors, donc, je reprends la parole pour faire un petit tour rapide, peut-être de l'application telle que se présente aujourd'hui et telle que nous espérons la sortir dans les mois à venir, une fois que nous aurons fini le développement en partenariat avec tes clients. Donc, je repasse sur mon écran. Voilà. Donc, vous devez voir affiché, normalement, le site tel qu'il apparaîtra. Donc, il sera constitué d'une page d'accueil qui donnera un petit peu de contexte sur qui corrèle ce projet, sur les carnets, sur Bernard Bruyère, sur la technologie qui a été employée et sur la solution Arcadex développée par tel client. De là, nous aurons accès donc au corpus qui permet de naviguer soit par journal, soit en cliquant dessus par page. Et ensuite, nous verrons également qu'on peut faire des recherches. Donc, si nous ouvrons une page, c'est ce que j'ai fait ici, nous pouvons voir que chaque ligne a été transcrite, également chaque image, avec à chaque fois à droite apparaissant la transcription du texte, soit, quand c'est dans le cas d'image, les métadonnées associées, donc la date de découverte, les noms qui peuvent être mentionnés. Si nous voyons que nous avons une dame Moodnet en hiéroglyphique, nous avons sa traduction, son nom qui est inscrit en métadonnées, et la date de découverte de la tombe associée. Nous avons également permis une recherche, soit dans les images, soit dans le texte, et nous espérons prochainement à la fois dans les images et dans les textes. Donc, par exemple, ici, si je recherche la tombe thébaine 290, nous pouvons voir tous les plans qui se rapportent à cette tombe, les mentions associées, et également, nous retrouvons donc le petit hiéroglyphe que nous avons vu tout à l'heure sur la page correspondant à la tombe. Donc, le projet, comme je vous l'ai indiqué, il est toujours en développement, et nous espérons vraiment une sortie courant, peut-être pas 2024, en tout cas 2025.